Le jour de mes 17 ans, mon père m'a vendu pour 300 000. Il ne m'a pas seulement trahi, il m'a liquidé. Il m'a vendu à un prédateur de 43 ans, un requin de la finance russe nommé Olaf Nakalov, pour effacer une dette de jeu. Mon identité de fille a été annihilée sur le champ, remplacée par ma nouvelle réalité, garantie humaine. Ma tante, celle qui aurait dû me sauver, a aidé à verrouiller la cage, négociant sa propre commission sur ma chair. Ce n'est pas une histoire de famille brisée, c'est une histoire sur la façon dont j'ai survécu à leur annihilation et comment j'ai construit ma paix sur les cendres de leur trahison. Je me souviens encore de l'odeur de la tarte aux pommes de ma mère. Avant sa mort, notre maison était normale, chaleureuse. Il y avait une lumière dans le salon qui, l'après-midi, donnait l'impression que tout était en or. J'étais Aria, juste Aria. Je m'inquiétais pour mes notes, je pensais à l'université, peut-être à une école d'art. J'étais d'une naïveté déconcertante. Je croyais en des concepts abstraits comme l'amour familial ou la loyauté. Je pensais que mon père était juste triste après son départ. Je n'ai pas vu la maladie qui rongeait ses fondations, le vide qu'il essayait de combler avec le frisson du pari. Après sa mort, la chaleur s'est vidée de la maison comme une hémorragie. La lumière dorée a été remplacée par le scintillement bleu et constant de la télévision, toujours réglé sur les courses de chevaux ou les matchs de poker. Mon père n'était pas triste. Il était devenu un trou noir, aspirant tout ce qui l'entourait. Il a commencé par emprunter à mon fonds d'études. Puis, les bijoux de ma mère ont disparu. Je me disais que c'était le chagrin. J'ai commencé à travailler, à enchaîner les services au restaurant local, essayant de combler les brèches, de jouer le rôle de la bonne fille qui pouvait maintenir les morceaux ensemble. Le jour où tout a basculé, l'air de la maison était lourd, imprégné d'une odeur de whisky éventé et de panique sèche. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Aucune émotion. « Aria », dit-il de sa voix plate, « j'ai de bonnes nouvelles. Nos problèmes financiers sont terminés. » Il a poussé un document sur la table. Un contrat de mariage. Mon nom y figurait. L'autre nom, Olaf Nakalov. « Qui est-ce » ai-je murmuré, bien que je le sache. « Un homme d'affaires » a répondu mon père. « Un associé. Il a accepté d'effacer ma dette de 300 000. Il nous fait une énorme faveur. » Mon sang s'est glacé. Je connaissais ce nom. Olaf. L'homme qui venait parfois à la maison, puant le cigare bon marché, ses yeux s'attardant sur moi d'une manière qui me donnait la nausée. « Non » ai-je dit, le mot s'étranglant dans ma gorge. « S'il te plaît, non. Je vais travailler. Je trouverai 3 emplois. Je paierai. Je ferai n'importe quoi, mais ne me fais pas ça. » Je le suppliais, les larmes coulant sur mes joues, cherchant un reste du père qu'il avait été. Il a juste eu un petit rire méprisant. « Ne sois pas si mélodramatique, Aria. C'est une solution pratique. Tu as 17 ans. Tu es assez grande pour comprendre. » Il a vu la défiance dans mes yeux. Il m'a vu jeter un regard furtif vers mon téléphone posé sur le comptoir. Il l'a attrapé avant moi. Le son du plastique et du verre se brisant contre le mur a été le son de ma dernière connexion au monde extérieur qui mourait. « Tu n'iras nulle part, » a-t-il dit, sa voix soudainement dure. Il m'a traîné jusqu'à ma chambre. Cette nuit-là, j'ai entendu le vrombissement d'une perceuse et le cliquetis du métal. Le lendemain matin, je les ai vus, de nouveaux verrous lourds, brillants et argentés, installés à l'extérieur de la porte de ma chambre. Ma maison est devenue ma cellule de prison. Ma chambre est devenue le paquet qu'on garde en lieu sûr avant la livraison. Le compte à rebours avait commencé. Mon père ne déverrouillait la porte que pour une seule raison, laisser entrer lui, Olaf. Il s'asseyait sur mon lit, son poids faisant grincer le sommier, sa présence écrasant l'oxygène de la pièce. Il empestait ce mélange écœurant de whisky et de cigarettes russes. Il posait sa main moite sur ma cuisse, un poids mort et dégoûtant. « Ma petite poupée », chuchotait-il, son souffle chaud sur mon cou. « Tu me feras de beaux enfants. Tu seras une bonne épouse, une bonne usine à bébé. » La pire partie, le vrai supplice, ce n'était pas Olaf, c'était mon père. Il se tenait dans l'encadrement de la porte. Il regardait, avec une expression impassible, presque ennuyée. Parfois, un sourire nauséeux et complice se dessinait sur ses lèvres. Il regardait ce monstre de 43 ans poser ses mains sur sa fille de 17 ans. Il regardait le prédateur tracer les lignes de mon visage, de mes bras. Il n'était plus mon père. Il était mon geôlier. Il était le gardien de zoo, présentant le sacrifice à la bête. J'ai cessé de manger. À quoi bon? J'étais en train de disparaître. Le monde s'était rétréci à ces 4 murs, à l'odeur d'Olaf et au clic du verrou. J'étais un fantôme dans ma propre vie, attendant simplement le jour du mariage, qui était devenu mon jour d'exécution. Puis, un après-midi,
Un nouveau son. Un coup léger à la porte d'entrée. Une voix de femme. Mon père a ouvert la porte de ma chambre, et elle était là, ma tante Rachel. La sœur de ma mère, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a regardée, moi, mes yeux cernés, ma silhouette amaigrie, et le prédateur assis sur mon lit. Elle a paru horrifiée. « Oh, ma chérie !» a-t-elle murmuré, se précipitant pour me serrer dans ses bras. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Pour la première fois depuis des semaines, une petite étincelle toxique s'est allumée dans ma poitrine. L'espoir. Cet espoir fut la partie la plus cruelle. Il m'a fait sentir les barreaux de la cage avec encore plus d'acuité. Rachel a été forcée de partir ce jour-là, sous les regards soupçonneux de mon père, mais elle a promis de revenir. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. J'étais faible, à force de ne pas manger. Mon esprit était brumeux, incapable de se concentrer. J'appuyais mon oreille contre le bois de la porte, écoutant mon père et Olaf rire en bas, le son résonnant comme une insulte. J'ai essayé de forcer la serrure avec une épingle à cheveux trouvée dans un tiroir, un geste stupide et enfantin qui n'a fait que me casser un ongle. J'étais piégée, j'étais du fret. Je m'allongeais sur le sol, la moquette rêche grattant ma joue, et je me dissociais. Je n'étais pas Aria, j'étais elle, une chose à vendre. Elle est revenue 2 jours plus tard, seule cette fois. Elle avait un petit sac à la main. « Pour toi », m'a-t-elle murmuré, me le glissant lorsque mon père avait le dos tourné. Des sandwichs, une pomme. J'ai dévoré la nourriture comme un animal affamé, caché dans le coin de ma chambre. Elle m'a ensuite coincé dans le couloir, ses yeux brillants de ce que j'ai pris pour une conspiration aimante. « Je sais ce qu'il fait », a-t-elle sifflé, sa voix basse et urgente. J'ai vécu la même chose, il y a longtemps. Un mariage forcé. Je me suis échappée. Elle a attrapé mes mains, sa poigne étonnamment forte. « J'ai un plan, Aria. Je vais te sortir d'ici. Mais tu dois me faire confiance. Uniquement moi. » Elle est devenue ma ligne de vie. Ma seule connexion à une réalité alternative où je n'étais pas vendue. Elle venait sous le prétexte de négocier les termes familiaux, du mariage, de discuter de la liste des invités. Mais elle m'apportait de la nourriture en secret. Elle s'asseyait avec moi, me caressant les cheveux, me racontant des histoires de sa propre évasion. « Nous devons être intelligentes, » disait-elle. « Nous attendrons la nuit avant le mariage. Ils feront la fête. Ils seront ivres. C'est là que nous agirons. » Elle construisait un monde pour moi, un futur. J'ai de l'argent de côté. Nous irons dans un autre état. Tu seras libre. Un jour, elle a glissé quelque chose de petit et de dur dans la paume de ma main. Un téléphone prépayé. Cache-le. Garde-le éteint. Ne l'allume que si c'est une urgence vitale. Ou la nuit où nous partirons. Elle avait programmé un seul numéro dedans. Le sien. C'est notre lien, a-t-elle dit, ses yeux me scrutant. Ne le dis à personne. À personne. Mon cœur battait à tout rompre. L'objet semblait brûler dans ma poche. C'était une bombe. C'était une clé. C'était réel. Elle était réelle. Elle me sauvait. La sœur de ma mère. Ma famille. Les semaines suivantes ont été une torture d'un genre différent. La torture de l'espoir. Je devais prétendre. Je devais jouer le rôle de la poupée brisée et docile pour Olaf et mon père. J'ai recommencé à manger la nourriture que ma tante m'apportait. Non pas par faim, mais pour avoir la force de courir. Je restais assise là, pendant les visites d'Olaf, sa main lourde sur ma jambe, et je partais ailleurs dans ma tête. Je planifiais ma nouvelle vie avec Rachel. Je pensais au terminal de bus, à la liberté, l'odeur de la liberté. Je suis devenue une excellente actrice. J'ai même réussi à esquisser un petit sourire tremblant quand Olaf m'apportait des cadeaux, des bijoux fantaisie, criards et bon marché, qui ressemblaient à des plaques d'identité. Elle commence à comprendre, l'ai-je entendu dire à mon père dans le couloir. Elle avait juste besoin de comprendre sa place. Mon père a acquiescé, sa voix gonflée d'une fierté déplacée. C'est une bonne fille, au fond, pragmatique. Je les écoutais, et la haine que je ressentais était si pure, si froide, qu'elle brûlait presque l'espoir. Mais la voix de Rachel dans ma tête me calmait. Joue le jeu, sois faible, c'est notre meilleure arme. Le plan de Rachel était précis, élaboré. Je garerai ma voiture au bout de la rue à 2 heures du matin précise, m'a-t-elle expliqué lors d'une visite. Je t'enverrai un texto. Tu devras trouver un moyen de déverrouiller ta porte. Peux-tu le faire ? Je lui ai parlé de la vieille épingle à cheveux que j'avais trouvée, celle que j'avais utilisée lors de ma tentative pathétique. « Bien, ma chérie », a-t-elle dit. « Nous irons directement au terminal de bus principal. J'ai déjà les billets. Nous serons partis avant même qu'il ne se réveille et ne réalise que tu as disparu. » Elle a peint le tableau si vivement, l'odeur des gaz d'échappement dans le matin froid,
l'aube se levant sur une nouvelle ville, une nouvelle vie. Mais quelque chose clochait. C'était une sensation infime, un doute lancinant que j'essayais de repousser. C'était la nuit avant la fuite. J'étais dans ma chambre, trop nerveuse pour dormir, mon cœur un tambour sourd dans ma poitrine. J'entendais mon père et Olaf en bas. La musique était forte. Ils riaient, le tintement des verres résonnait. Ils célébraient déjà la vente. Mais j'ai aussi entendu la voix de Rachel. Elle était censée être partie depuis des heures. Pourquoi était-elle encore là? Et pourquoi riait-elle avec eux? J'ai rampé sur le sol froid, me glissant hors de mon lit. J'ai collé mon oreille au plancher, puis à la porte. L'air était épais de fumée de cigares. Je ne pouvais pas distinguer tous les mots, juste des fragments, des intonations. Me fais entièrement confiance. La voix de Rachel claire. Très malin. 50 000. La voix d'Olaf. Mon sang s'est transformé en glace. 50 000. J'ai reculé de la porte, le souffle coupé. Non, ce n'est pas possible. Mais les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté terrifiante. La fuite, le téléphone secret, l'espoir. Ce n'était qu'un piège. Elle avait laissé son sac à main dans le couloir, juste devant ma porte. Elle le faisait toujours. « Pour que ton père ne se méfie pas », disait-elle. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. J'ai attendu. 10 longues minutes. La maison était silencieuse, à l'exception des ronflements de mon père qui commençaient en bas. J'ai glissé l'épingle à cheveux tordus dans la serrure bon marché. Elle avait été installée à la va-vite. Le mécanisme a cliqué. Je n'étais pas en train de m'échapper. J'étais en train de chasser. J'ai attrapé son sac à main et je me suis enfermée à nouveau dans ma chambre. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à ouvrir le fermoir. Son téléphone. Il était posé juste au-dessus et il était déverrouillé. Elle n'avait même pas pris la peine de le verrouiller. Mes doigts ont volé sur l'écran. Messages. Des conversations entre elle et Olaf. Pas seulement depuis quelques semaines, depuis des mois. Ils avaient planifié cela depuis le début. Le sauvetage n'était qu'un moyen de me gérer, de m'empêcher de me battre, de paniquer ou de m'enfuir seule, pour assurer une livraison en douceur. Elle ne me sauvait pas. Elle gagnait sa commission. J'ai scrollé, ma vision se brouillant à cause des larmes de rage. Puis je les ai vus. Des transferts bancaires, des emails, des mentions de la fiducie d'Aria, le fonds en fiducie de ma mère, de l'argent qu'elle m'avait laissé, auquel je ne pouvais pas toucher avant mes 18 ans. De l'argent que mon père ne pouvait pas toucher, de l'argent qu'ils essayaient de négocier. Marilla à Olaf, disait un texto de mon père à Rachel, et il la persuadera de nous le céder. Nous serons tous gagnants. Ils ne vendèrent pas seulement mon corps, ils vendèrent mon avenir, le dernier cadeau de ma mère. Le désespoir n'a duré qu'une seconde. Il a été instantanément remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de dur, de silencieux. Je n'étais plus une victime passive. J'étais une stratège. J'ai attrapé le téléphone prépayé que Rachel m'avait donné. Je l'ai allumé. J'ai utilisé son téléphone pour trouver un autre numéro. Mon oncle Brian, le frère de ma mère, celui que mon père avait toujours traité de trop mou, trop sensible. J'ai tout photographié. Les textos, les détails bancaires, les emails concernant le fonds. J'ai tout envoyé. Un seul email. L'objet, fiducie de maman. Ils me vendent. J'ai remis son téléphone dans son sac. J'ai remis le sac dans le couloir. J'ai rampé jusqu'à ma chambre et j'ai refermé la serrure, la manipulant pour qu'elle semble intacte. Je me suis glissée dans mon lit. J'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton. Je suis restée là, dans le noir, mon cœur battant à un rythme lent, froid et régulier. La nuit de ma fuite était arrivée et j'étais prête à jouer mon rôle. Je n'étais plus Aria, la fille. J'étais juste une survivante. La fille dans le noir, attendant que le piège se referme. À 2h01 du matin, le téléphone prépayé a vibré sur le matelas. « Rachel, je suis là, au bout de la rue. Viens maintenant. Je n'ai rien pris avec moi. » J'ai glissé l'épingle dans la serrure. Le clic était maintenant un son familier. J'ai descendu les escaliers en retenant mon souffle et je suis sortie par la porte d'entrée. L'air froid de la nuit était un choc, une gifle après des semaines d'enfermement. Elle était là, comme promis, moteur tournant. Je suis montée dans la voiture. « Tu l'as fait, ma chérie », a-t-elle murmuré, m'attirant dans une étreinte qui m'a donné la sensation d'une toile d'araignée. « Tu es en sécurité maintenant. » La voiture s'est mise en route. « Vers le terminal de bus ?» ai-je demandé, ma voix une imitation parfaite et tremblante d'une fille terrifiée. « Oui, mon cœur », dit-elle, les yeux fixés sur la route. « Le terminal de bus. Nous avons roulé pendant 10 minutes.
Nous ne nous dirigions pas vers le centre-ville où se trouvait le terminal. Nous allions vers la zone industrielle, près de l'autoroute. « Ce n'est pas le bon chemin », ai-je dit, ajoutant une pointe de panique à ma voix. « C'est un raccourci, bébé. Ne t'inquiète pas », a-t-elle répondu, ses doigts crispés sur le volant. Et puis, son autre téléphone a sonné, celui dans son sac à main. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Oncle Brian. Un éclair de pure panique a traversé son visage. Elle a ignoré l'appel. Il a sonné à nouveau. Et encore. Elle a finalement décroché, sa voix tendue. « Brian, ce n'est pas le bon moment. » Je la regardais, immobile. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qu'il disait. Le visage de Rachel racontait toute l'histoire. Il est passé de la confusion à la colère, puis à une terreur blanche et cendrée. « Quel email ?» a-t-elle lâché. Une pause. « Tu as quoi ? Tu as appelé la police ? Brian, espèce d'idiot, tu ne sais pas ce que tu as fait ?» Elle a raccroché brutalement et a immédiatement composé un autre numéro. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû s'y prendre à 2 fois. « Olaf !» a-t-elle craché dans le téléphone. « Nous avons un problème. Un gros problème. Brian est au courant. Il a appelé les flics. Il sait pour la fiducie. Elle était frénétique, conduisant de manière erratique, donnant des coups de volant. Où es-tu ? Ah, non. Le terminal de bus est trop risqué. La station-service sur la route 9. Oui, je l'ai. Je t'y retrouve. Nous devons le faire maintenant. » Elle a raccroché et a croisé mon regard dans le rétroviseur. Le masque était tombé. La tante aimante avait été remplacée par un animal acculé. « Toi !» a-t-elle sifflé. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ? Petite garce. » La fuite était maintenant, officiellement, un enlèvement. Elle a freiné brusquement sous les lumières fluorescentes et crues de la station-service ouverte 24h24. Comme elle l'avait dit, un SUV noir était garé près des pompes. Olaf. Il est sorti de la voiture, son visage un masque de rage pure. Rachel a déverrouillé les portes. « Sors, va le rejoindre. Maintenant, Aria. » Je n'ai pas bougé. « J'ai dit sors !» a-t-elle hurlé, essayant de me pousser de son siège. Au même moment, Olaf a ouvert ma portière. Il a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps comme des étaux. Il essayait de me traîner de la voiture de Rachel à la sienne. C'était le moment, le transfert final, le point de non-retour. J'ai vu la boutique de la station-service, le caissier à l'intérieur, qui regardait la scène, l'air fatigué. Un autre client près des frigos, des témoins. J'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient pas de moi, la fille brisée et docile. Je n'ai pas seulement crié, j'ai couru. J'ai plongé vers la porte de la boutique. J'ai presque réussi. Olaf était étonnamment rapide pour un homme de sa taille. Il m'a plaqué au sol sur l'asphalte, ses 110 kilos s'écrasant sur moi. Ma tête a heurté le trottoir. L'odeur d'essence et de mon propre sang m'a envahi. Il me traînait par les cheveux, hurlant en russe. Des gens criaient. Le caissier était au téléphone. Rachel était juste là, figée près de sa voiture, regardant ses 50 000, son plan tout entier, se vider sur le trottoir. Il me traînait. Mes ongles crissaient sur le béton. Et puis je l'ai entendu. Le plus beau son du monde. Des sirènes. Pas une seule. Un chœur de sirènes. Elles ont inondé la station-service. Des lumières rouges et bleues ont peint les visages horrifiés des clients, du caissier, la panique figée de Rachel et la rage primaire d'Olaf. Elles étaient le résultat direct de l'appel de mon oncle Brian. Elles étaient pour moi. Les voitures de police les ont encerclées. Des armes étaient dégainées. « Lâchez-la !» Les mains d'Olaf se sont levées en l'air. Rachel s'est effondrée. C'était fini. Les procès ont été rapides. Mon email, les photographies, les textos, c'était une avalanche de preuves irréfutables. Mon père, ma tante Rachel, Olaf, ils ont tous été arrêtés. Trafic d'êtres humains, complot en vue d'enlèvement, fraude. Mon père a pris 12 ans, son visage toujours impassible dans le box des accusés. Rachel en a pris 10, sanglotant qu'elle essayait seulement d'aider. Olaf a écopé de 15 ans. Le prédateur était en cage. La meilleure partie, la partie qui avait le goût de la justice froide, l'État a débloqué le fonds en fiducie de ma mère. L'argent sur lequel ils négociaient tous, l'argent qui avait été mon arrêt de mort, était maintenant légalement à moi. Mon oncle Brian, la vraie famille de ma mère, m'a accueilli. Il n'a jamais rien demandé. Il m'a juste donné une chambre, un endroit sûr. J'ai utilisé l'argent, pas pour le luxe, pas pour une nouvelle voiture. Je l'ai utilisé pour aller à l'université. J'ai étudié. Je suis devenue travailleuse sociale. Je voulais devenir la personne dont j'avais eu besoin. La personne qui voit les fissures, qui écoute les chuchotements, qui croit les victimes. J'ai construit une nouvelle vie, brique par brique douloureuse. J'ai coupé tous les liens.
les numéros que j'avais mémorisés, les adresses. Je les ai brûlés de mon esprit. Je n'étais plus Aria, la fille d'eux. J'étais juste Aria, la fille qui a survécu, la femme qui construisait quelque chose de nouveau. Le jour de mes 18 ans, une lettre est arrivée. Elle venait d'un pénitencier d'État, l'écriture de mon père. Ma main n'a même pas tremblé. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment, en silence. J'ai pensé aux serrures à l'extérieur de ma porte. J'ai pensé à l'odeur du whisky. J'ai pensé à son sourire complice pendant qu'Olaf me touchait. J'ai pensé aux 300 000. J'ai pensé aux 50 000. J'ai pris un marqueur noir épais. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'avais pas besoin de lire ses excuses creuses, ses demandes de pardon, ses justifications pathétiques. Ces mots n'avaient plus aucun sens. Ils n'étaient que du vent. J'ai écrit « Retour à l'envoyeur » en grosses lettres capitales sur le devant. Je suis allée à la boîte aux lettres. Je l'ai laissée tomber à l'intérieur et j'ai entendu le bruit sourd et satisfaisant qu'elle a fait en atterrissant. Je me suis retournée et j'ai continué à marcher vers ma nouvelle vie, sans jamais regarder en arrière.